Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Ici Simon Lemire, je suis associé et directeur du développement des affaires du groupe Lacoste. Puis aujourd'hui, je reçois à nouveau Steve Pinard, qui est consultant senior chez Jump Recruteur, une firme spécialisée en recrutement. Puis aujourd'hui, on va démystifier l'expérience candidat, qui est drôlement semblable à l'expérience client, mais dans le recrutement pour les nouveaux employés des entreprises. Puis on va parler de numérisation, de technologie à travers cette expérience candidat-là, puis surtout du point d'attraction jusqu'à l'intégration de ces candidats-là, la rétention, comment ça se passe, des petits trucs, puis surtout faire le parallèle justement avec les ventes. Donc, sans plus tarder, on a un beau 30 minutes devant nous, donc sans plus tarder, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Steve. Salut Simon. Merci encore d'être revenu à ce podcast Expérience 4.0-là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Puis, tu m'as comme lancé un peu la balle avec ce sujet-là que je trouvais très intéressant, qui est l'expérience candidat, qui fait un parallèle avec l'expérience client, qu'on discute beaucoup ensemble. Puis même, tu fais de très bons articles sur LinkedIn sur justement l'attraction, la rétention, puis tout le modèle inbound qu'on connaît dans les ventes, tu l'appliques beaucoup dans le domaine du recrutement puis dans la main-d'œuvre qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Oui. Puis tu amènes des bons points aussi sur la numérisation de différentes technologies. Vous-même, chez Jump Recruteur, vous êtes en train de numériser aussi, implanter des technologies vraiment intéressantes pour faciliter ce processus-là. Donc, c'est super intéressant. Puis surtout avec le parallèle avec les ventes, parce que tu as été quand même gestionnaire de belles PME là, avant même d'être consultant senior chez Jump. Donc, c'est bien de le mentionner. Donc, merci encore une fois de faire partie de cet épisode-là. Rentrons dans le vif du sujet parce que, on a comme une genre de trentaine de minutes là, devant nous. On essaie de raccourcir un peu les podcasts, puis on le sait que ça pourrait faire partie d'un podcast beaucoup plus long parce qu'il y a plein de petites technicités, puis on va essayer de rester précis. Dis-moi, Steve, l'expérience candidat, comment tu vois ça? Comment que tu décrirais l'expérience candidat dans un premier temps? Qu'est-ce qui est important? Puis comment, en courte phrase? Faut voir l'expérience candidat, l'expérience employée, une fois que la personne est embauchée, un peu comme un processus de vente. Tu le mentionnais tout à l'heure. Oui. La question que je pose à tout employeur, à tout gestionnaire, qu'est-ce qui est le plus facile? Aller chercher des nouveaux clients ou garder nos clients existants? Dans le secteur industriel en particulier, dont je m'occupe, donc peut-être dans d'autres secteurs c'est différent, mais on parle du customer churn, donc le nombre de clients, le pourcentage de clients de notre chiffre d'affaires que l'on va perdre, bon an, mal an, de par différentes raisons, qui est un 10 à 15 % qui peut varier. Donc, si on dit qu'on veut une croissance des ventes de 10 %, il faut ajouter à ça la perte de clients. D'accord. En effet. Donc, on a toujours un développement des affaires qui se fait. C'est plus coûteux et plus long d'aller chercher des nouveaux clients, mais c'est plus profitable de garder nos clients existants, de les fidéliser, puis de les accompagner. Puis ça, vous en parlez dans vos 12 autres podcasts, c'est très intéressant, puis c'est là-dessus que vous focussez. Avec les candidats, il faut voir ça de la même façon. C'est-à-dire que d'attirer des candidats, de se présenter, de se rendre intéressant à eux pour qu'ils viennent travailler pour nous, ça prend beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus coûteux si ce n'est pas fait de longue haleine, que de garder nos employés heureux, fidèles, loyaux et engagés pour, dans le fond, je dirais, meilleure est la rétention, moins de recrutement qu'on a besoin, donc moins d'efforts qui sont mis là-dessus. Donc, on a des gains juste en faisant un effort sur la rétention des employés, on a automatiquement des gains, que ce soit monétaire, mais même de façon aussi productive, parce qu'on a moins d'efforts à faire tout simplement. Donc, on a des gains des deux côtés. Oui, exactement. Quand même assez intéressant à ce niveau-là. Donc, la rétention, on s'entend que c'est tout aussi important. Puis c'est comme en vente. On fait beaucoup le parallèle, puis tu l'as super bien dit. Donc, pour satisfaire cette clientèle-là, j'ai moi-même un peu le discours vendeur, là, mais pour satisfaire en fait cet employé-là à l'interne, qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire d'un point de vue, numérisation, technologiquement parlant? Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre structure pour faciliter tout simplement un peu cette rétention-là? Puis je ne sais pas si
tu peux te baser sur une expérience que tu as déjà vue ou du moins que tu as aidé. Comment tu vois ça de ton côté pour faciliter cette rétention-là? Au niveau de la rétention, c'est important, puis sans aller nécessairement dans en détail dans qu'est-ce que la rétention, quels sont les outils, mais si on y va vraiment d'un point de vue numérique, bien, premièrement, c'est d'apprendre à connaître nos gens, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui fait qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur situation, puis de développer une stratégie par rapport à ça. Il y a des experts, des conseillers qui sont là pour accompagner les entreprises dans cet aspect-là. Puis, d'un point de vue numérique, c'est de garder ces informations-là. On parle des ATS, les Applicant Tracking Systems. Ouais. Il y a des, surtout au niveau du recrutement, mais pour les firmes, pas pour les firmes, pour les organisations, les entreprises, il y a des logiciels de gestion des ressources humaines où est-ce qu'il va y avoir différents modules, ça peut être adapté. Et puis, on va avoir autant la gestion de la performance, on va avoir les dossiers employés, etc., etc. On peut vraiment aller à travers tout ça afin de garder ces informations-là en bas, mais aussi de les utiliser. Donc, où est-ce que la numérisation ou la transformation numérique peut aider? C'est que selon les objectifs que l'organisation va s'être établie, parce que là, j'ai sauté beaucoup d'étapes, ça prend la stratégie RH, etc. Mais quand on arrive là, c'est de voir, OK, quels sont nos indicateurs de performance? Quelles sont les causes des départs ou faut qu'on prenne le contexte. C'est comme dans les CRM. C'est le même principe, puis le fameux diagnostic que nous, on propose chez Groupe Lacoste, pour une entreprise qui a envie de se commercialiser puis qui a envie d'implanter un système, c'est un peu le même principe qu'en RH, puis c'est d'établir les bonnes fondations dans un premier temps. D'avoir une bonne analyse d'affaires, de cartographier aussi, nous, dans notre cas, le processus de vente puis l'expérience client, mais même l'expérience candidat d'une certaine façon. C'est quoi ses interactions au sein de l'entreprise, c'est quoi ses rôles, comment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement optimiser. Puis c'est là où la technologie peut potentiellement venir se joindre, mais ce travail-là en amont, il est excessivement important. Ah, définitivement, parce que si tu vois que tu as un taux de roulement X, mais que tu te rends compte, tu fais juste te fier là-dessus, ça peut être, selon le nombre d'employés, si tu en as 10, c'est différent que si tu en as 200. Mais le défi va être, est-ce que tu es réactif à un chiffre ou si tu vas creuser ce résultat-là. Donc, si tu as un taux de roulement ou un nombre de postes que tu as dû remplacer, peut-être que c'est des promotions internes. Donc, c'est positif. En effet. Est-ce que ce sont des départs? OK, si ce sont des départs, c'est quoi les raisons des départs? Les raisons sont tout aussi nombreuses. C'est important de répertorier toutes ces informations-là et de les utiliser par la suite. Souvent, les entreprises vont faire des entrevues de départ. Donc, à ce moment-là, ils ont une belle opportunité d'aller chercher ces informations-là et puis, en même temps, de venir réajuster selon la stratégie ou d'une façon trimestrielle ou habituellement plus annuelle, selon les objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut améliorer puis qu'est-ce qu'on veut mettre sur place en termes de pratique RH. Donc, tous ces éléments-là, la transformation numérique, c'est d'aller chercher les informations. Tu contrôles ce que tu connais, ce que tu mesures. Tu contrôles ce que tu mesures. Que, vraisemblablement, tu vas connaître aussi. Si tu es capable de les mesurer, j'imagine que tu vas commencer à connaître. Donc, voilà. Donc, c'est d'aller chercher ces outils-là pour... souvent, il y a encore beaucoup de manuels dans la gestion des RH. Plus que je pensais. Que je pensais. On dirait, un peu plus jeune. Fait que pour moi, on vit dans le numérique. On est né avec une télécommande dans les mains. Mais plus, je me rends compte qu'en effet, il y a beaucoup encore de tâches manuelles dans sa gestion des RH, ne serait-ce que ce soit les fameuses gestions de payroll. Que j'ai lu un article, là, d'ailleurs, que tu m'as envoyé de développement économique Longueuil qui est super. Puis de juste numériser cette tâche-là, ou du moins ce processus-là qui est assez important, on n'y est pas avec la paye, à ce niveau-là, on pourrait déjà là résoudre beaucoup de problèmes, puis même de gagner en productivité interne, tout simplement. Oui, puis le défi dans les PME québécoises, c'est que 99% des entreprises au Québec, ce sont des PME. Oui. À quelques virgules près.
Et puis, surtout dans les petites PME, ce sont les gestionnaires qui font les RH, où tu n'as pas vraiment de gens qui vont venir épauler, qui vont avoir le survol de la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc, c'est très éparpillé. C'est encore, malheureusement, beaucoup au feeling. Ouais. Donc, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, mais quelqu'un qui est un professionnel RH qui est là va avoir cette responsabilité-là, souvent a plein d'autres responsabilités, mais au moins peut essayer de venir chercher tous ces éléments-là. Puis même s'il n'y a pas personne au RH, il faut que ce soit une priorité. Dès aujourd'hui, même depuis des années, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, de main-d'œuvre qualifiée, bien, c'est important de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a besoin, où est-ce qu'on va, puis s'ajuster en cours de route. Oui, puis quoi optimiser, qui vient un peu avec l'adoption de technologie, puis ne serait-ce à juste être capable, tu l'as bien dit, j'ai l'anglicisme, mais de monitorer un peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'entreprise. Puis tu as mentionné quand même un bon conseil de faire les entrevues de départ, le cas échéant, tu sais, que un départ peut être, puis c'est toi-même aussi qui me l'a sorti, ça, tu sais, un départ d'un employé dans une entreprise peut être quand même assez positif. Dans le sens que ce départ-là n'est pas nécessairement négatif dans la mesure que tu n'as pas vécu une bonne expérience. C'est peut-être un nouvel objectif que cette personne-là s'est fixé, qui a envie d'atteindre. C'est de la croissance professionnelle, tout simplement. Donc, il a envie d'essayer quelque chose de différent ou peu importe les raisons, mais cette personne-là peut vraiment être brillante pour ton entreprise si elle part avec une expérience positive tout au long du processus. Puis cette entrevue-là peut confirmer certains points qu'on pourrait optimiser après en amont, ne serait-ce que ça soit dans l'attraction de nouveaux candidats, donc dans les différentes offres d'emploi qu'on a envie de faire, dans l'intégration de ces candidats-là, c'est peut-être des choses qu'on va pouvoir sous-titrer de cette personne-là qui a un départ positif. Puis on va venir l'ajouter, du moins agrémenter les employés actuels de l'entreprise. Définitivement, parce que il est fini le temps que les gens disent malheureusement là, ou heureusement, ça dépend des points de vue, que les gens commencent à travailler, ils ont leur premier emploi, puis ils restent là jusqu'à leur retraite. Les gens ont besoin de défis, ont besoin de se réaliser soi-même. Les valeurs ont changé. Maintenant, les gens, avant la pandémie, là, ça peut avoir changé, là, mais disons que les gens changeaient d'emploi aux 4 ans et demi. En moyenne, avant la pandémie. Okay. La pandémie peut avoir brassé les cartes, mais les cartes un peu, là, mais n'empêche, ça devrait ressembler à ça. Puis pourquoi? Ben, comme tu dis, les raisons sont nombreuses. Souvent, l'employeur, peut-être qu'il n'y aurait pas de contrôle, mais au moins, il y a un lien qui se crée. Puis, comme tu le disais si bien, les anciens employés peuvent devenir, comme les employés actuels, mais les anciens employés peuvent devenir de très bons ambassadeurs. Énormément. Mais c'est ce que tu m'as mentionné. Il faut capitaliser là-dessus. Oui, définitivement. Puis, où est-ce que le bas blesse souvent? Puis, qu'est-ce qui coûte le plus cher aux entreprises? C'est dans l'attraction. C'est là que la transformation numérique peut beaucoup aider. Puis c'est là où toi, tu intégrais le fameux ATS, là, Applicant Tracking System. C'est un peu à ce moment-là. Exactement. Puis on fait le parallèle avec le CRM. Puis pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, qui nous écoutent, qui sont comme « OK, qu'est-ce que c'est ça, l'ATS? Ouais. » Il y en a peut-être qui connaissent ça. Je ne suis pas un expert de la numérisation RH. Hein. On est plus au niveau du client à ce niveau-là. Puis l'ATS, on pourrait le comparer un peu à un CRM de vente. Après, il y a des entreprises qui ont les deux. Là, même chez Jump, véritablement, vous pourriez potentiellement avoir les deux, mais l'ATS pourrait remplacer, si on le voit dans une expérience candidat, ce CRM-là au niveau des ventes. Oui. Donc, comment tu vois ça au niveau de l'attraction, toi? Qu'est-ce qui est primordial à prendre en ligne de compte quand on veut attirer? Parce qu'on le sait qu'en ce moment, c'est ça le nerf de la guerre. C'est d'attirer des candidats vers notre entreprise. Oui. Je reviens au fait que les entreprises, 99% des entreprises, ce sont des PME. Mm-hmm. Donc, elles doivent se battre, compétitionner entre elles pour la même main-d'œuvre. Population vieillissante, le taux de natalité n'est pas aussi grand qu'avant, donc l'écart se creuse. Les baby boomers, on a jusqu'en 2030-2034 selon les différents chiffres qu'on peut voir, là. Avant qu'ils soient tous à la retraite, le remplacement de la main-d'œuvre, etc. Écoute, c'est incroyable. Puis, ce qu'on peut voir aussi, ça dépend des secteurs d'activité. Parce qu'on parle de main-d'œuvre qualifiée. Mm-hmm. Donc, si tu as besoin, exemple, d'électricien, même si tu as
exemple, tu as 6 de chômage comme on a présentement, c'est pas 6 de gens qui sont prêts à devenir électriciens. Non. Puis on voit présentement le taux de chômage est beaucoup dans tout ce qui est services, tourisme, etc., qu'éventuellement va revenir. Donc, parce qu'on on frôlait on flirtait avec le 4 là, avant la pandémie. 4 c'est le plein emploi. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une différenciation. Maintenant, ce qui est important, c'est que les entreprises, réalisent, avant d'arriver dans le concept de l'attraction, réalisent que présentement et pour les années à venir, fini les banques de CV. L'employeur est en entrevue avec les candidats. L'employeur se fait interviewer par les candidats. Donc, il faut qu'il soit attractif. Il ne faut pas qu'ils disent des mauvaises choses. Il ne faut pas qu'ils mentent. Non. Il ne faut pas qu'ils embellissent la vérité parce qu'il va perdre. Les gens, quand ils vont s'en rendre compte, ils vont partir, ils vont avoir une mauvaise expérience candidat / employé, puis ça va devenir des mauvais ambassadeurs. Donc, c'est important d'apprendre à connaître qui on est, pourquoi les gens aiment travailler chez nous, de là d'avoir les entrevues de départ, mais aussi, pas juste d'attendre qu'ils partent, mais aussi pendant qu'ils sont là, d'avoir des employés mobilisés, engagés. Et puis, quand on arrive justement avec quand on connaît tout ça, c'est de savoir c'est qui nos candidats types. Oui. Appelons-le le persona. Comme en marketing, on s'entend, c'est du marketing RH. Oui. Donc, le persona, les gens que tu vas aller chercher, c'est quoi leur profil type? Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi leur valeur? Qu'est-ce qui potentiellement les fait... qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer dans leur situation qui pourrait, chez un employeur, être attirant? Est-ce que c'est la conciliation travail-famille? Est-ce que c'est l'accessibilité? Quelqu'un, exemple, qui habite sur la Rive-Sud, c'est peut-être une entreprise qui est sur la Rive-Sud, peut-être que pour elle, c'est un élément différenciateur parce que les gens n'ont pas à traverser le pont pour aller travailler, etc. C'est de voir, on ne peut pas en trouver 50. Les entreprises vont en trouver quelques-unes, mais c'est important que ça fasse partie des valeurs de l'entreprise. Et puis, de le démontrer pour que, quand on veut attirer les gens, bien, qu'on soit capable de bien le verbaliser. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Parce que c'est surtout au niveau des valeurs, puis j'adore ça. Même le télétravail, trouver l'hybride devient excessivement important. Puis des fois, il y a certains employeurs qui sont peut-être plus friands à ça. Donc, l'idée, c'est de... Il faut que l'entreprise veuille, parce que sinon, ça va se faire ressentir. Fait que ça, tu marques un point. Par rapport à l'adoption de technologie chez les entreprises. Oui. Fait que là, je parle même pas d'un point de vue d'ATS ou quoi que ce soit. Je parle plus d'une entreprise qui se numérise. Une entreprise, par exemple, qui ont un CRM intégré avec son ERP, puis qu'ils ont mettons, un manufacturier qui a même une usine robotisée, automatisée, qui est quand même, tu sais, OK, ça coche. Oui. Ça fonctionne bien. Les payrolls sont automatisés. Tu sais, à ce niveau-là, est-ce que pour le candidat, selon toi, selon ton expérience, c'est plus valorisant de travailler pour une entreprise qui s'est numérisée? Comment tu vois ça de ton côté? Est-ce que ça pourrait jouer dans balance que l'entreprise adopte des technologies puis qu'offre des emplois à valeur ajoutée à ces employés-là à l'utiliser, ces technologies-là, ou ça pourrait être un frein? Définitivement. C'est définitivement un avantage parce que de plus en plus, les gens veulent aller vers ça. Fini le temps qu'ils veulent faire les petits travaux manuels. Il y en a de moins en moins qui veulent faire ça. D'un côté aussi, les employés ou les candidats doivent se tenir à jour sur les technologies. Tout va tellement vite. Donc, c'est des éléments qui deviennent différenciateurs. Moi-même, en recrutement, quand je parle avec des entreprises, ça devient un élément, quand je parle à des candidats potentiels, de dire, OK, mon client il est en pleine transition dans le 4.0, dans le cloud au niveau de sa production, où il vient de terminer une transformation numérique, où il est en train d'automatiser des lignes. Ce genre de discours-là, les candidats ils sont allumés. Hey, l'entreprise investit, voit l'avenir positivement. Oh,
Puis c'est tentant, là. Non, définitivement. Puis, tu sais, je vais avoir un épisode à venir, là, puis je veux pas flammer la mèche à ce niveau-là, mais c'est par rapport à la main-d'œuvre de demain. Tu sais, les qualités, du moins, bon, pas les exigences, mais qu'est-ce qu'on a de besoin pour la main-d'œuvre de demain pour les entreprises manufacturières. Puis, on rentre un petit peu plus technique avec. Je veux pas brûler la mèche. Mais ça va être intéressant. Puis, à ce niveau-là, c'est là l'adoption de technologie. C'est pour ça que, bon, la jeunesse, ceux qui sortent de, l'université, qui ont envie de rentrer dans des entreprises à valeur ajoutée, l'adoption de technologie devient quand même assez important. Puis ça rejoint un peu l'attraction qui devient intéressant aussi, là, qui devient aussi le nerf de la guerre en ce moment. Donc, c'est quoi les petites pépites, c'est quoi les coquilles qui peuvent nous permettre d'attirer des candidats plus adéquatement, plus facilement. Puis c'est un peu un lien avec le client, là. Oui, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Tantôt, je mentionnais, les grandes entreprises, ils ont une attractivité naturelle. Quels que soient les noms, on les connaît tous. On peut si je te dis, pense à une entreprise manufacturière, tu vas me sortir 7-8 noms comme ça. Il y a des gens qui même disent « Ah, j'aimerais ça travailler là. » Il y a déjà ça, mais 99% des PME restantes vont avoir à compétitionner entre elles au coin de la rue. Donc, en plus de compétitionner contre d'autres entreprises pour leurs produits, ils doivent compétitionner contre les autres entreprises pour la main-d'œuvre. Maintenant, on parlait tout à l'heure, ce que je remarque beaucoup, les entreprises sont très réactives au niveau du recrutement. Oui. C'est-à-dire, OK, j'ai un poste qui se libère, OK, qu'est-ce que je fais? Il y a un coût associé à un poste vacant, lequel ça varie. Souvent, les entreprises ne le savent pas. C'est difficile aussi de le chiffrer, mais il y a une façon de le chiffrer qui pourrait être... Mais ça serait assez fastidieux de le faire pour chacun des postes, mais ça dépend du type de poste, même le temps qui est libre, comment qu'on peut le combler, c'est quoi les ressources qu'on doit impliquer, est-ce qu'on a besoin de le faire à l'interne? Une boutique qui a pignon sur rue va avoir des besoins différents puis des stratégies différentes d'attraction qu'une entreprise manufacturière ou peu importe. Donc, ce qui est important ici, c'est en connaissant, comme je disais tout à l'heure, en ayant fait un audit de nos forces et tout, mais c'est de travailler avec cette technologie-là, avec les ATS. Quand on va chercher l'information, on réussit à les... si je raccourcis le processus, c'est qu'on le fait sur plusieurs années. Si on a cette information-là des candidats, c'est de la garder en liste, puis de continuellement l'avoir en banque pour éventuellement les contacter de nouveau. Définitivement, la proactivité, au lieu d'être réactif, c'est avec la base de données actuelle on peut se permettre de le faire. Là. Exact. Puis, tu sais, puis marketing RH, là, tu vas avoir différentes stratégies qui vont être adaptées. Mais si je le fais dans un cercle vertueux, à la place d'un cercle vicieux, c'est que tu as des candidats, tu réussis à les attirer. Tu leur donnes une bonne expérience à travers le processus de sélection, même s'ils ne sont pas retenus, s'ils ont eu une bonne expérience, puis tu gardes contact avec eux, comme avec un client. Pareil. Tu sais, on parle d'un client, là, c'est en marketing 12 à 15 touchpoints avant que la personne se rappelle de ton nom, éventuellement. Et puis, pour quelqu'un en vente, ça peut prendre 8 à 9 prises de contact avec un client potentiel avant d'avoir une rencontre. Donc, on voit, si on part sur la prémisse que pour un candidat, c'est la même chose, si on part de cette façon-là, bon, bien, c'est beaucoup d'actions. Là. Si on fait 15 plus 9, mettons, ça fait 24 actions à prendre. Tu ne peux pas le faire manuellement. Les gestionnaires ne peuvent pas le faire. Les gens RH ne peuvent pas le faire et tout. Donc, c'est là que la numérisation, la transformation numérique, va pouvoir aider à ça. Que ce soit, regarde, il y a des tactiques nombreuses, là, aussi simples qu'un newsletter. Un newsletter pour tes clients? Mais un candidat qui est abonné au newsletter, tu ne sais pas, peut-être que s'il a mis son expérience, à un moment donné, il va peut-être avoir une autre ouverture de poste. Tu vas l'afficher. Il va penser à toi ou il va penser à son ami. Exact. Un collègue ailleurs ou un ami ou un ancien collègue. Puis quelqu'un va dire, tabarouette, je me cherche une job là où je suis tanné, où est-ce que je suis, où j'ai perdu mon emploi. Ben j'ai pensé à telle personne, à telle entreprise, je vois ça, puis j'ai vu dans leur newsletter, écoute, ils viennent d'agrandir, ils ont ça, ils font telles activités, c'est cool, tu sais. C'est de la publicité gratuite que tu fais. Puis, pas besoin de mettre gros des efforts, c'est juste de conserver ces données-là, puis de les réutiliser par la suite avec leur approbation, bien entendu. C'est les mêmes règles
les mêmes règles d'engagement, si on veut, qui s'appliquent. Mais à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est vraiment, tu travailles ton image employeur pour graduellement... Ça va prendre des années, comme je dis. C'est pas ça. Quelque chose du jour au lendemain. Puis c'est comme dans n'importe quoi. On veut implanter un ERP, on veut implanter un CRM, on veut devenir automatisé, on veut la nouvelle machinerie à l'interne, on veut un système ATS parfaitement intégré avec notre département RH, si on en a un, ou du moins avec le ou la responsable. Ça prend un moment, puis il faut faire les choses par étapes, mais au moins d'avoir le bon état d'esprit, le bon mindset qu'on dit de vouloir adhérer à ces technologies-là, de les adopter, puis d'un jour automatiser certains processus. On gagne en gain de productivité, on satisfait le candidat tout au long de son processus d'intégration, si on veut, puis après, l'expérience employée, c'est tout aussi important pendant aussi. Oui. Puis regarde, la chasse de tête, là, c'est ça. Dans notre rôle, nous, les professionnels en recrutement, veut pas, il y a beaucoup de l'image employeur, mais là, c'est l'image des recruteurs qui est mise en place, mais on représente nos clients. Mm-hmm. Donc, de par notre réseau, on fait pas juste... tu sais, c'est pas des banques de CV. Oui, on en a, mais souvent, on travaille avec notre réseau, des gens qui connaissent des gens, puis qui nous les réfèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne expérience. Donc, puis peu importe l'employeur. Donc, ça, c'est notre rôle, mais les entreprises peuvent le faire aussi. Pour tous les postes, non. Mais c'est le non. Autant tu vas réduire le risque que ça arrive, moins cher ça va te coûter. Mm-hmm. Plus rapidement, tu vas... le time to fill, excuse-moi le terme, là, le temps pour combler un poste va être réduit. De là, tu vas réduire ton coût d'un poste vacant. Tu sais, c'est plein de choses qui s'enchaînent parce que ton time to fill, ton temps pour combler le poste, encore là, avant la pandémie, on parlait d'en moyenne, c'était 57 jours. Okay. Il y avait 17 jours entre le moment que tu avais le début du processus puis la première entrevue. Mais là, c'est très large. Là. Il y a plein de secteurs d'activité et tout, mais c'est juste pour donner en tête... Big picture. Un big picture. Okay. Quand un client me demande combien de temps ça peut prendre entre 1 mois et 2 mois, mais tu as tout de suite en partant, tu as 2 semaines, calcul 2 à 3 semaines que la personne donne son avis de départ à son employeur actuel. Tu as 2-3 semaines qui viennent passer là. Fait il faut tout que tu joues là-dedans. Donc, si tu réussis à le combler par toi-même, tu n'as pas besoin d'aller chercher une autre ressource ou tu n'as pas besoin d'impliquer d'autres gens. Ou si tu es proactif, tu peux peut-être combler ce poste-là en moins de temps. Oui. Oui. C'est tout ça qui vient se jouer. Après, tu peux améliorer ton expérience à l'interne avec les employés actuels. Excellent. Ça, tu as des experts qui vont t'aider avec ça à ce niveau-là. Tu as le marketing en RH au niveau de l'attraction qui va être excessivement important, qui est en lien un peu avec l'adoption de technologies au niveau des ATS. Fait que comme tu es capable de justement être proactif, aller recueillir les infos puis d'attirer des candidats plus facilement, plus adéquatement en fonction des besoins. Encore une fois, il y a un framework à suivre avant. C'est pas du jour au lendemain. Établir les bonnes fondations. Fait que, tout ça est quand même assez important. Puis après, il y a comment qu'on peut valoriser un peu notre propre donnée interne puis d'optimiser les processus actuels pour constamment être meilleur. Ouais. Mais ça, tu as lancé honnêtement un très bon conseil de faire peut-être des entrevues un peu de départ. Honnêtement, que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais du moins, je le recommande fortement pour justement valoriser cette donnée-là et la garder à jour le plus possible pour optimiser nos processus actuels. Oui, puis on s'entend en plus dans les indicateurs de performance, c'est important d'en avoir aussi. Pour savoir, je reviens sur le point de tout à l'heure, tu contrôles ce que tu mesures. Donc, en recrutement, puis dans ton processus de sélection, à travers tout le processus de dotation, en fait, tu peux te trouver des indicateurs de performance qui vont t'aider à voir, OK, où est-ce que j'ai une lacune, ou ça peut dépendre des postes ou des départements. Etc. Est-ce que c'est des gens qui... des fois, ça peut être aussi même des gestionnaires ou des gens qui passent, d'autres personnes en entrevue qui n'ont peut-être pas la bonne technique. Tu vas le découvrir par là, des fois par des indicateurs. Tu veux constamment t'améliorer. Ce que tu veux, c'est réduire ton temps, réduire tes coûts de recrutement. À partir de là, l'information, là, ce qui est dommage, c'est que l'information, on l'a en main. Tu as quelqu'un qui applique, tu l'as l'information. Souvent, les entreprises, malheureusement, ne la réutilisent pas. Puis là, ça a l'air bizarre, là, c'est moi qui dis ça, puis pourtant, les entreprises viennent me voir pour les aider. Comme je dis, ça va continuer comme ça. Maintenant, ce que j'aime, c'est quand un client me dit « Steve, il ne sera pas facile ce mandat-là. » Bien, je suis content.
Parce que s'il avait été facile, je t'aurais demandé pourquoi tu me demandes de t'aider, parce que je veux pas aider quelqu'un quand c'est facile. Il y en a des mandats difficiles, puis on est là pour ça. Mais pour ceux qui sont plus faciles, au-delà du coût du recruteur ou quoi que ce soit, je reviens toujours au temps pour combler ce poste-là avec la bonne personne. C'est pour ça que je reviens avec le profil, c'est quoi le type de gens, les valeurs que tu recherches chez les gens qui vont joindre à ton organisation pour pas combler un poste, mais combler un poste avec la bonne personne. Pour la garder le plus longtemps possible. Tellement important. Cette fameuse, qu'on l'appelle le diagnostic, l'audit, l'analyse, ce plan stratégique-là, peu importe la façon dont on veut l'appeler, c'est excessivement important pour être capable de faire les choses dans le bon sens, d'avoir la bonne donnée. L'amélioration continue sans donner, je sais pas, sans mesurer quoi que ce soit, je vois pas comment c'est possible. Tu as besoin de mesurer quelque chose pour t'améliorer. Donc, à ce niveau-là, non, tu marques un bon point par rapport à ça. Au niveau des conseils, Steve, c'est un conseil à donner là, aux gens qui nous écoutent par rapport à l'expérience candidat, l'expérience employé, l'adoption de technologie, par où commencer? Quel conseil tu as donné? Mais premièrement, c'est de penser à comment les gens, les entreprises peuvent être moins réactives et être plus proactives. De prendre un pas en arrière, de faire affaire avec les experts, les professionnels qui sont vraiment... qui sont les mieux placés pour les diriger, autant d'un point de vue, rétention. Ça, c'est une stratégie. Puis il y en a, si la rétention est bonne, bien, c'est de regarder, il est où le nerf de la guerre? Est-ce que c'est la rétention? Est-ce que c'est au niveau de l'attraction, j'ai de la difficulté maintenant? Puis de faire affaire avec des professionnels qui vont aider à diriger, OK, comment je peux mieux attirer les gens? Tu sais, l'anglicisme, le mapping, là, on parle des processus, de la cartographie, de l'expérience candidat et de l'expérience employé. Puis s'assurer que tout au long, même à travers l'intégration, parce qu'une mauvaise intégration, c'est la source de 70% des départs au cours de la première année. Quand même, hein? C'est assez important. Fait que s'il y a là ton gap, ce serait peut-être intéressant de venir le résoudre. Voilà. Fait qu'il faut aucunement négliger tout ça. Donc, tout cartographier ça et puis d'identifier où est-ce que tu as besoin d'outils pour t'aider dans la transformation numérique, pour aller faciliter ce travail-là, pour aller chercher les bons indicateurs de performance pour mettre les bons outils en place. Puis, c'est d'être créatif. Il faut. C'est des gens. Les gens veulent se sentir mobilisés, se sentir engagés. C'est une cause. C'est des émotions qu'on va chercher quand on va chercher un nouvel emploi. C'est pas juste un chèque de paye maintenant. Non. C'est vraiment une émotion. Puis c'est d'être créatif. Je donnais l'exemple du newsletter, mais ça peut être, on a des journées d'appréciation des clients, mais pourquoi pas des journées d'appréciation des candidats? Invitez tous vos candidats, après la pandémie, bien entendu, mais invitez, je sais pas moi, à une journée hot dog, hamburger, barbecue, puis juste leur montrer, merci d'avoir pris du temps d'être venu nous voir, puis ça, là, c'est des choses qui ne coûtent presque rien. Puis qui font une différence. Qui font une différence. Et puis, tu sais, il y a tout plein d'idées. C'est juste d'être créatif puis de prendre les outils pour nous aider à réduire puis à être au-devant de notre compétition qui est les autres entreprises de toutes catégories. Bien, définitivement. Puis tu l'as super bien résumé. J'adore ça. C'est des bons conseils, honnêtement, à prendre en ligne de compte. Puis je reviens, puis je termine là-dessus. Mais tu sais, au niveau du ATS, ceux à qui ça leur parle, sont comme, OK, ça pourrait être intéressant pour mon entreprise. Il en existe une panoplie. Hein. C'est comme le fameux CRM d'aujourd'hui. C'est dans les technologies SaaS les plus populaires. Bien, l'ATS commence à faire son bout de chemin aussi à ce niveau-là. Donc, tu sais, allez vérifier, allez voir. Il y a des experts dans l'industrie qui vont être capables de vous aider. Nous, de notre côté, on peut vous orienter aussi, mais c'est vraisemblablement un peu le même principe que réduire un cycle de vente. Hein, qu'il y a beaucoup d'entreprises, c'est ça, où ils veulent attirer plus de clients, ils veulent réduire le cycle de vente, ils veulent optimiser leur processus interne. Fait que tu as des gains en productivité. C'est le même principe au niveau des candidats puis des employés maintenant à l'interne au niveau de la rétention par la suite. Même l'intégration, on en a parlé, c'est extrêmement important. Donc, des bons conseils, Steve. J'ai aimé notre discussion aujourd'hui. T'es arrivé un petit peu plus que 30 minutes, mais ça pourra faire objet peut-être d'une continuité lorsqu'on pourrait rentrer un petit peu plus en détail avec les technologies utilisées. J'espère que vous avez aimé ça, Steve. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Simon. À la prochaine. À la prochaine.